On repart les amis, et donc on repart avec Éric Saint-Frison, consultant automobile. Bonjour Éric. Bonjour Stéphane. Il vient nous voir très régulièrement. Et alors Éric, ça a été d'ailleurs, enfin oui ça a été, c'est peut-être encore toujours, non moins aujourd'hui, mais ça a été une de tes activités très intenses autour des concessions et des concessionnaires il y a quelques années. Et on a le sentiment qu'elles sont en train de vivre, ces concessions et ces concessionnaires, une forme de révolution. Il y a effectivement ce qui s'est joué. Alors, pendant que je ne me dise pas de bêtises, je crois que c'est pendant le deuxième confinement qu'elles ont été fermées, c'est ça? Non, c'est le premier. C'est pendant le premier, et où les constructeurs se sont rendus compte, et à mon avis, c'est qu'ils avaient d'ailleurs un certain nombre de plans qui étaient prêts, qui pouvaient digitaliser quand même assez massivement la vente de véhicules. Donc, on en est où? Comment est-ce qu'ils regardent ces choses-là aujourd'hui, ces concessionnaires? Et puis, il faut que tu me parles, peut-être qu'on peut commencer par là d'ailleurs. Tu m'as dit, quand on a discuté ensemble qu'on allait faire ce sujet, tu m'as dit qu'il faut absolument qu'on parle de Lynk & Co. Oui. Qui est une révolution. Donc, alors je ne sais pas, on commence soit par les concessionnaires, on va vers Lynk & Co, soit ce site Lynk & Co, tu nous racontes son histoire et on va vers les concessionnaires ensuite. Raconte-nous Lynk & Co, dis-nous un petit peu ce que tu y vois, toi. Alors en fait, les deux sujets sont totalement liés, puisque d'un côté, tu as la question de l'avenir de la distribution traditionnelle, tridimensionnelle, physique, qu'on connaît depuis la nuit des temps, et puis de l'autre, tu as un acteur nouveau, qui est Lynk & Co, qui est une société chinoise, c'est une marque chinoise qui a été créée par le groupe Geely, qui est basé à Hangzhou, à côté de Shanghai, qui possède aussi Volvo, au demeurant, et Polestar, et qui a décidé de créer une marque from scratch, basée sur la conception du produit, le développement d'un produit qui est issu d'une Volvo d'ailleurs à la base, et de le commercialiser sur Internet sans aucun point de vente, exclusivement ou quasiment exclusivement par des formules d'abonnement. Donc c'est extraordinairement disruptif, et c'est la première fois qu'une marque automobile intègre de A à Z la chaîne de valeur du e-commerce dans son mode de distribution. Et donc la réflexion immédiate, c'est de se dire la transformation digitale de la filière, la mutation de la filière est arrivée à son stade ultime, qui est celui de l'intégration verticale de A à Z. Alors attends, tu vas trop vite sur Lynk & Co, parce qu'évidemment, tu m'en as parlé, j'ai été voir. Et je vais être très franc avec toi, Eric, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est-à-dire, et tu viens de m'expliquer, c'est-à-dire, tu as l'impression, vous irez voir, Lynk & Co, comme ça se prononce, tu as l'impression d'être sur un site de location de voitures finalement assez classique, bon, il est bien fait, ok, machin. Et puis, à un moment, on te dit la voiture. Et là, tu comprends pas avec quoi? Quelle voiture? La voiture, ben, ça dépend, vous avez plusieurs voitures. Non, c'est la voiture, mais on ne te l'explique pas vraiment. On te la montre, ça reste en plus, tu n'arrives pas à voir quelle marque, donc je viens de comprendre que c'est une Geely, c'est pour ça que je n'arrive pas. C'est Lynk & Co, en fait, la marque, c'est Lynk & Co. C'est ça. Mais c'est un modèle unique. C'est un modèle unique, sans option, sans équipement, sans rien. Tu choisis pas ta voiture, tu choisis la couleur. Et c'est toute la beauté du projet, si je peux dire. C'est la révolution, elle tient dans le fait qu'il casse le modèle intégralement. C'est une marque développée pour servir des clients qui ne veulent pas forcément posséder une voiture, mais comme ils le disent sur leur site, devenir membre d'une communauté, ce qui est aussi une des caractéristiques des transformations digitales de filière. Quand tu peux créer une communauté autour de ta marque, tu as abouti cette transformation complète. Et donc, il propose un produit unique offert à une communauté qui paye un abonnement, comme pour ton téléphone mobile, pour consommer cette mobilité ou partager la mobilité. Donc, c'est là le côté disruptif de la chose. Mais je voulais te proposer un autre exemple, parce qu'en fait, en travaillant, en préparant... Attends, je suis pas au bout, moi, de cette histoire. C'est dingue. C'est-à-dire que donc, Lynk & Co se présente comme un constructeur automobile, on est d'accord, qui ne vendra jamais de voiture. Toutes ces voitures seront louées à sa communauté à travers le monde. Alors, pas exactement. Sur le site, quand tu cherches bien, tu peux quand même l'acheter si tu le veux. En fait, tu peux payer un loyer qui t'amène à la possession, donc une location avec option d'achat, qui t'amène à la possession, et donc tu peux la consommer. Mais ils ne font absolument rien pour te pousser à l'acheter. Ah non, ça c'est clair. Mais Eric, c'est la Ford T, leur truc. Comment tu peux me dire que... Je comprends que dans la présentation, c'est hyper moderne, mais enfin... On est revenu, alors pour le coup, les Roaring Twenties, on est dedans. On est revenu aux années 20 de l'automobile. Un seul modèle.
Alors, un seul modèle, il n'y a pas qu'une seule couleur à l'époque où Henry Ford l'avait fait pour la rendre en plus accessible au plus grand nombre, en l'occurrence aux ouvriers de l'usine, parce que c'était le principe d'Henry Ford, hein, pouvoir faire acheter des voitures aux gens qui les produisaient. On n'est pas exactement dans le même schéma. On est sur des voitures qui, à la base, sont des Volvo. Hein, elles sont rhabillées, mais ce sont des plateformes et des moteurs de Volvo. Mais on est chez un constructeur automobile qui a décidé de créer sa propre filière de disruption. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et j'aimerais aller au bout de ce que je voulais te dire. Allez, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes un autre constructeur chinois qui a suivi à peu près le même modèle de développement de produits, qui s'appelle MG, qui est la marque MG qu'on connaît, mais c'est un constructeur chinois qui a repris la marque et qui développe des voitures électriques. Eux, ils ont lancé la marque en France, là, depuis le début de l'année, avec un réseau de concessionnaires. Donc, ils ont pris la posture à 180 degrés de celle de Lynk & Co. Donc, tu as la disruption d'un côté et de l'autre, la réplication du modèle traditionnel. Et c'est super passionnant de regarder les deux en parallèle. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça veut dire qu'un modèle ne s'oppose pas à l'autre. De mon point de vue, les deux modèles se complètent et la vérité, elle est entre les deux. Bon. Enfin, Lynk & Co, on verra ce que ça donne, hein, et puis peut-être que c'est moins disruptif pour les Chinois que pour les Français, j'en sais rien, tu peux me répondre là-dessus. Mais franchement, tu penses qu'en France, ça peut fonctionner, c'est-à-dire cette idée que tu loues une voiture, alors que, enfin, j'ai l'impression que toute la réflexion sur la mobilité, c'était justement de dire, ok, tu n'achètes plus de voiture parce que justement, tu vas avoir des besoins sans arrêt différents. Et que je vais avoir un jour besoin d'une toute petite voiture, un autre jour besoin d'une voiture plus grande. Enfin bref. On peut imaginer que la stratégie de Lynk & Co à terme n'est pas d'avoir une seule voiture, mais peut-être une gamme de voitures qui, encore une fois, n'auront pas d'options, n'auront pas de différents modèles. Tu as le modèle qu'ils ont sorti avec un moteur ou deux moteurs, 3 couleurs. Les jantes, tu peux même pas y toucher. Je me souviens pas qu'on puisse les changer. Et donc, tu as la même voiture que ton voisin, ou presque. Et donc, en faisant ça, tu simplifies ton modèle industriel et tu rends possible, justement, ce partage éventuel de voitures. Parce que l'automobile, l'exception de la voiture unique, rend la chose très compliquée sinon. Non, je comprends. Et puis comme tu dis toi-même, ils sont forcément en mode test and learn. C'est un laboratoire d'idées. Quand tu t'appelles Geely, que tu es un constructeur aujourd'hui monstrueux au niveau mondial, que tu as racheté une marque comme Volvo, mais ils ont aussi racheté Lotus, ils ont aussi racheté Proton en Malaisie. Donc c'est un groupe important de Geely, c'est très très important. C'est une des marques dominantes en Chine. Et donc, c'est un laboratoire. Juste avant d'aller sur les concessions, on a encore un tout petit peu de temps parce que après je vais oublier, j'ai vu passer sur LinkedIn hier que tu défonçais. Alors moins d'ailleurs la Dacia électrique que la communication faite autour de la Dacia électrique. Tu veux bien nous en dire 2 mots? Alors défoncer peut-être un peu exagéré, je suis pas tendre avec... Tu dis en gros cette voiture est un scandale. Je trouve absolument choquant qu'on nous rabatte les oreilles avec cette magnifique nouvelle qu'est la sortie de la Dacia... comment elle s'appelle? Électrique. Oui, enfin, la Dacia électrique, son nom m'échappe à l'instant, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas une voiture européenne, c'est une voiture chinoise, c'est une Dongfeng, qui a été fabriquée pour le marché chinois, développée pour le marché chinois et rebrandée sous la marque Dacia pour dire en France, on est capable d'avoir des voitures électriques low cost. La voiture, elle est fabriquée en Chine, équipée intégralement en Chine, de 100% de composants chinois, y compris des pneus que les journalistes considèrent comme extraordinairement médiocres, les journalistes essayeurs de voitures. La voiture, on la lance en France en disant c'est une révolution sur le marché, on va offrir la mobilité électrique au plus grand nombre. C'est vrai, à condition que l'État verse quand même près de 5 000 € pour que cette voiture devienne accessible. Donc on est en train de subventionner intégralement l'industrie chinoise à coup d'impôts payés par les Français. Et là, je t'avoue que j'ai envie de gueuler, effectivement. Pas mal. En plus, tu donnes des temps de recharge, j'ai vu ça. 13h30. En fait, là encore, je suis allé chercher une valeur qui est celle du constructeur. C'est pas moi qui la donne. Hein. 13h30, c'est la recharge standard qu'il faut avec le câble standard. Si tu payes l'option de 200 ou 250 € pour le câble un peu plus rapide, ça n'est que 8h30 de recharge. Donc on est de toute façon dans quelque chose qui est anecdotique. C'est un peu se moquer du monde de faire d'un produit de la sorte, de ce type, une révolution pour les consommateurs français. C'est pas sérieux, c'est ça que je veux dire. Ah, tu le dis très bien. Revenons sur les concessions. Donc, ce qu'on voit là, d'ailleurs, l'un des groupes de concessions importants là, viendra nous voir la semaine prochaine, LS Group. Ce qu'ils font là, visiblement, parce que ce que je regardais, c'est qu'en fait, en termes d'emploi et en termes de points de vente, c'est remarquablement stable. Totalement. Voilà. Simplement, ça se concentre, c'est ça. Oui, en fait, en gros, en France, tu as environ 13 000, 14 000 points de vente, concessions, succursales et agences
là, au début 2021, c'était à peu près le même chiffre il y a 2 ans. Ce qui a beaucoup changé, ce sont les groupes qui se sont rachetés les uns les autres pour constituer des méga-groupes. Et pour te donner un chiffre que je connais plutôt bien, il y a une dizaine d'années, tu avais un groupe français qui faisait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, tu en as 9. Donc la consolidation de la distribution est absolument énorme. Et c'est la seule façon pour eux, d'ailleurs, d'absorber un certain nombre de coûts fixes qui ne peuvent pas s'amortir ou se répartir autrement qu'au travers d'une grande masse de points de vente et de volumes de vente extrêmement importants. Mais comment ça va se passer, à ton avis? Ils vont rentrer... D'abord, ces grands groupes, ils deviennent multimarques. Ah, totalement multimarques. Ouais. Et ils vont rentrer à un moment en conflit avec les constructeurs qui, eux, voudront peut-être, soit pour réduire les coûts, soit pour répondre à des aspirations de leurs clients, vendre de plus en plus totalement en ligne? Alors, en fait, et c'est là le sujet, il est super intéressant, parce que est-ce que la vente totalement en ligne, elle est industriellement possible? La réponse est non. Pourquoi elle n'est pas possible? Parce que les consommateurs ne la veulent pas. Tu sais que j'anime un site internet qui fait du 100% digital. Tu parlais avec Claire Calmejane la semaine dernière, je crois, sur ton plateau de Réseaucar qui a été racheté par la SG. La dynamique vers la vente en ligne de certains types de voitures à certains types de consommateurs, elle est inarrêtable. Mais il se vend près de 6 millions de voitures d'occasion en France et 2 millions de voitures neuves en année normale. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour le canal digital, il y a la place pour le canal physique et il y a la place pour le canal intermédiaire qui est le phygital, qui est le mélange des deux. Et c'est là qu'est l'avenir de la distribution. L'avenir n'est pas dans cette guerre entre ce que pourraient faire les constructeurs pour court-circuiter la distribution et des groupes de distrib énormes qui seraient là pour casser les pattes ou casser les reins des constructeurs. Non, l'un doit servir l'autre et au milieu, il y a un client, il y a un consommateur qui veut avoir l'information en ligne, peut-être même acheter la voiture, mais qui à un moment aura besoin de toucher, voir la voiture et rencontrer quelqu'un. Et je vais te donner un chiffre, il est super intéressant aussi. Sur le site Vivacar, on interroge les clients régulièrement. Quand on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux sur le site, 38% nous disent rien. C'est sympa, il y en a quand même 60%, il y en a 62% qui nous disent vous pourriez faire mieux ailleurs. Et les deux sujets qui viennent juste derrière, c'est essayer la voiture et voir la voiture. C'est les deux sujets, et environ 30% chacun. C'est-à-dire que le manque qu'ils expriment sur le service que nous leur rendons, c'est un manque de contact physique avec le produit. C'est super intéressant, en fait, parce que c'est des gens qui ont acheté sur... Je ne parle pas de prospects, je parle d'acheteurs Internet. Ils disent, je l'ai fait, mais j'aurais quand même bien aimé toucher la voiture. Ouais. C'est rassurant. Bon, c'est moi qui ai acheté une voiture d'occasion de manière effectivement totalement délinéarisée, dématérialisée. Je te confirme qu'effectivement, ça fait bizarre. Eric, merci pour tout. Je t'en prie. Eric Saint-Frison, donc consultant automobile, et effectivement Claire Calmejane, c'était la directrice de l'innovation, c'est ça, de la Société Générale, qui était venue nous voir la semaine dernière. Merci Eric. Alors, les amis, on va pas se quitter tout de suite, parce que comme on est dans des configurations un tout petit peu particulières, ce que je vais vous proposer, d'ailleurs demain aussi très largement, et puis après-demain, c'est de revoir certaines des interviews qu'on a déjà enregistrées et qui résonnent avec l'actualité. Là, en l'occurrence, longue interview avec l'entrepreneur Denis Père et le bouquin qu'il a récemment écrit sur la mondialisation qui, selon lui, est en train de dérailler. Voilà, on va le dire comme ça. C'était au début de l'année. Voilà, je vous redonne ça et on se retrouve demain.